Heureux d'être là avec vous aujourd'hui, donc effectivement économique. Moi, je fais partie d'une organisation qui s'appelle l'ESSEC Business School, donc nous, on s'intéresse au business. Donc, qu'est-ce que je fais là? Vous allez me dire. Et justement, nous, ce qui nous intéresse dans cette business school, c'est on a développé une expertise autour de nous, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Et donc, la manière dont on peut articuler d'un côté le business et de l'autre côté des questions de finalité sociale ou aussi d'impact social. Et moi, je m'intéresse tout particulièrement à cette question du soin ou du care ou de l'attention à l'autre. Je vais essayer de donner proposer quelques définitions, puis j'espère qu'on pourra en discuter un peu ensuite. Et donc, notamment, cette tension qu'il y a entre l'humain, le soin, la performance. Donc, l'humain peut-il rendre le soin plus performant? Je vais essayer en fait, pour répondre à cette question, tentative de répondre à cette question, donner quelques propositions de définition conceptuelle autour de ces trois mots. Voilà, et merci à Claire, encore une fois, à Denis de m'avoir fait cette proposition. Je vais commencer par le soin. Alors, qu'est-ce que c'est le soin et comment, encore une fois, c'est des propositions, hein, puis on en discutera derrière. Il y a un texte que j'aime beaucoup de Donald Winnicott, le pédopsychiatre anglais, qui parle d'une dissociation dans le soin, selon lui, qui s'est faite autour du XVIIIe siècle. Moi, je ne suis pas un historien de la santé, donc je ne suis pas capable de dire si c'est véridique ou pas. Une dissociation entre deux dimensions dont on a parlé en fait beaucoup déjà ce matin. D'un côté, la question du cure, ou de ce qu'on pourrait appeler beaucoup aussi dans le monde médico-social la prise en charge, qui est un mot que je déteste, mais qui est un mot qu'on utilise beaucoup. Et surtout, derrière prise en charge, on parle tout de suite de dépendance, et donc ça, c'est super fun. Comme disent les Québécois, vous parlez de prise en charge, vous parlez de dépendance, et là, on sent tout de suite que c'est quelque chose d'un peu compliqué. En tout cas, le cure, la prise en charge, le soin, donc du coup, quelque part, il y a cette tendance qui consiste à ramener le soin à cette dimension, cette première dimension, et uniquement à cette première dimension. Et là, du coup, on s'intéresse à quoi? Et on avait fait une intervention avec le PAS sur le malade ou la maladie. On s'intéresse à la maladie. On ne s'intéresse pas à la personne, on s'intéresse à la maladie, on s'intéresse au problème. On essaie de résoudre le problème, on essaie d'amener une guérison. Et il y a une deuxième dimension dont on parle beaucoup, évidemment, ce matin, qui est cette notion de care, qu'on pourrait quelque part assimiler à ce qu'on appelle en France l'accompagnement, qui est un terme absolument fourre-tout, totalement vague, et du coup devenu un peu inconsistant, même si c'est pour moi, ça reste quand même un joli terme, et cette dimension de souci. Et là, du coup, en quoi c'est très différent, c'est qu'on s'intéresse à la personne, on s'intéresse au malade. Hein, et c'est vraiment, du coup, deux registres totalement différents. Ce que je vais vous proposer là, c'est de passer un petit peu de temps sur la deuxième dimension. Je pense que la première, on voit bien. La deuxième dimension, moi j'ai fait ma thèse sur les théories du care. J'ai mis à peu près 4 ans avant d'être à peu près au clair sur ce que voulait dire le mot care. Et je vais vous proposer en une slide de partager ça, avec notamment, donc il y a pas mal d'auteurs évidemment sur ces questions de théorie du care, notamment Carol Gilligan, donc psychologue, Neil Dodings, philosophe de l'éducation, et John Tronto, plutôt sur la dimension politique, et c'est surtout les textes de Dodings, qui ne sont pas traduits en anglais d'ailleurs, en français, pardon, qui m'ont aidé à proposer cette définition. C'est quoi le care? En fait, c'est une relation. Donc ça sert en fait, on ne peut pas parler de care tout court. On parle d'une relation de care. Ça n'a pas de sens de parler du care tout court. Ça, c'est le premier point. Mais c'est quoi la relation de care? Comment on la caractérise? D'abord, c'est une relation interpersonnelle. C'est-à-dire que vous vous intéressez, quand vous êtes dans une relation de care, mécaniquement à la personne que vous avez en face. La personne, c'est qui? Alors, on a cité Ricoeur ce matin, on pourrait citer Lévinas, c'est le visage. Le visage, ça veut dire que c'est une totalité, la personne est totale, et vous ne pouvez pas la segmenter, la séparer entre ses yeux, ses oreilles, etc. Et donc, on voit bien, par rapport à la première dimension cure, où on s'intéresse à un symptôme, on s'intéresse à une partie du corps, on est ophtalmologiste, on va s'intéresser à une partie du corps, c'est peut-être pour ça qu'on peut aller plus vite. Là, on va s'intéresser à la personne dans sa globalité, et c'est une relation interpersonnelle, c'est-à-dire que moi, soignant, c'est moi en tant que je, et puis le patient, c'est en tant que tu, et à chaque fois, on prend les personnes. C'est asymétrique. J'ai entendu ce matin ce mot, l'asymétrie, je crois que c'est vous, ceux qui avez parlé rapidement de la question en disant qu'il faudrait rendre les relations un peu moins asymétriques. En fait, elle est de fait asymétrique, la relation entre un soignant et un patient ou un bénéficiaire ou un usager, quels que soient les termes. Il y a une asymétrie, je viens parce que je veux être soigné. Donc la relation ne sera jamais égalitaire, elle est asymétrique. Ce qu'il faut noter
c'est qu'elle doit être aussi réciproque. C'est-à-dire la particularité d'une relation de care, c'est une relation asymétrique et réciproque. Et c'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire que la réciprocité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne pense pas à la place de l'autre et je m'intéresse à ce que l'autre va dire de ce qui se passe dans la relation. Et je reconnais que moi, en tant que professionnel ou soignant, je suis dépendant en fait de l'autre dans la qualité du soin que je prodigue. Et donc il y a cette notion de dépendance, d'interdépendance. La dépendance n'est pas seulement du professionnel vers le patient, mais aussi à l'inverse. Voilà, donc ça suppose une posture de ce qu'on pourrait appeler le dispensateur, c'est-à-dire le soignant, enfin celui qui care, quoi, pour le dire comme ça, avec d'abord une question d'empathie. Alors on a utilisé pas mal le terme, moi j'aime beaucoup effectivement les travaux de Franz de Waal, je vous rejoins, notamment sur l'empathie dans le règne animal, mais l'empathie, en fait il y a deux sortes d'empathie, ça c'est très très important de le noter. Il y a une empathie affective et une empathie cognitive. L'empathie affective, c'est être touché par ce que l'autre vit, notamment quand il vit une expérience négative. Hein, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler du coup la compassion, donc souffrir avec, ou ce que Adam Smith au XVIIIe siècle appelait la sympathie, pareil, donc l'idée de souffrir avec. Quelque part, c'est passif, vous n'y pouvez pas grand-chose, vous êtes touché par ce que l'autre vit. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'on peut bloquer cette empathie, c'est-à-dire nous sommes tous empathiques, hein, ça fait partie des êtres humains et de la psychologie humaine. On a montré avec les neurones miroirs que le cerveau est fait de sorte que nous sommes empathiques. Ce qui se passe, c'est qu'on peut la bloquer, cette empathie affective. Et il y a des cas où il faut mieux la bloquer, d'ailleurs, parce que sinon ça se passe très mal. Je ne suis pas sûr que le chirurgien, sur sa table d'opération, il faudrait qu'il ait tout d'un coup une montée d'empathie. Enfin, on pourra en discuter, mais voilà. La question, mais ce n'est pas le seul niveau d'empathie, il y a une empathie cognitive. L'empathie cognitive, c'est se mettre à la place de l'autre, et ça, c'est une démarche active. Voilà. Et donc, dans cette relation de cas, il y a vraiment ces deux niveaux-là qui sont... Et puis, il y a une notion d'engagement, et l'engagement, c'est mécaniquement une liberté qu'on a, et c'est très paradoxal, l'engagement, en fait, c'est une liberté qu'on a de s'engager par rapport à l'autre, de s'obliger par rapport à l'autre. Voilà. Donc, tout ça pour dire que si on revient à ce que j'avais dit précédemment, on a ces deux niveaux et on voit à quel point en fait c'est des registres extrêmement différents de rapports et de postures. Dans un cas, encore une fois, on s'intéresse à une chose en particulier, un problème, une solution. Dans l'autre cas, on est dans le registre de la relation interpersonnelle avec cette posture et surtout cette dimension de réciprocité qui est très importante. Bon, mettons ça de côté en gardant en tête que ce qui se passe, c'est que, en tout cas c'est ce que dit Winnicott, il y a ces deux choses. Au démarrage, dit Winnicott, c'était tout à fait imbriqué. Aujourd'hui, ça se dissocie. Et il y a une tendance, dit-il, et c'est un peu ce que vous dites ce matin, et ce qu'on se dit, à une disparition de la deuxième dimension. Et donc la question, c'est comment on peut redynamiser cette relation entre les deux, sachant que les deux sont nécessaires. Je vais du coup aller vers maintenant la question de la performance. Et à la fin de mon intervention, je vais essayer de mettre les deux ensemble. C'est quoi la performance? En fait, question de la performance, c'est tout de suite se poser la question de performance par rapport à quoi et par rapport à quelle norme? Et notamment sur la question de l'humain. Donc c'est quoi la norme par rapport à l'humain? Et donc moi, je vais vous proposer de m'appuyer sur les travaux du prix Nobel d'économie Amartya Sen, qui dit, Amartya Sen dans un de ses textes, la diversité humaine ne peut pas être une complication secondaire de la théorie. En fait, s'intéresser aux questions humaines, c'est s'intéresser à la diversité humaine. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas, si vous vous intéressez sérieusement à l'humain, avoir une norme systématique, qui fait que vous allez pouvoir évaluer les gens de la même façon, parce que ce qui est spécifique à l'humain, c'est justement la diversité des êtres humains. Alors, comment on s'en sort avec cette histoire-là? Donc, Amartya Sen propose ce qu'on appelle aujourd'hui une approche par capacité. C'est tout un courant plutôt issu du monde économique, hein, donc Sen est un économiste, et qui a été repris en fait par l'UNDP, donc par le programme de développement des Nations Unies, et en fait qui propose une définition qui me paraît intéressante pour les questions de santé de ce qu'est le développement humain. C'est quoi le développement humain? C'est de permettre aux gens, c'est la liberté effective qu'a une personne de vivre la vie qu'elle a envie de mener. Donc en fait, tendre vers l'humain, faire en sorte qu'on développe l'humain, et donc la question de la performance vis-à-vis de l'humain et par rapport au développement humain, c'est la question de la liberté. C'est d'aider les gens à être plus libres.
Alors, la définition de saine, elle est précise sur deux. Et il y a deux choses qui me paraissent intéressantes sur lesquelles il faut insister. D'abord, c'est une liberté effective. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une question d'accès au droit. C'est une question de, effectivement, est-ce que je suis vraiment libre de le faire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que dans les faits, il y a parfois des inégalités, on en a parlé ce matin. Donc on a droit, en théorie, à des choses, à avoir accès à une éducation, etc. Dans les faits, on sait, par exemple, si on prend le cas de l'éducation, qu'il y a des inégalités entre établissements, en fonction des CSP, milieux sociaux, etc. Puis il y a une deuxième forme d'inégalité qui est plus subjective, qui est ce qu'on appelle les préférences adaptatives, c'est-à-dire que parce que j'ai vécu, je vais m'empêcher d'avoir envie de certaines choses. On le voit très bien dans l'éducation. C'est parce qu'on m'a dit que ce n'était pas possible, parce que je suis de tel milieu social, je pense que ce n'est pas possible de faire ça. Ça, c'est une restriction de la liberté, mais elle est intérieure. Hein. Et donc ça, c'est la question de la liberté effective. Et en même temps, il met au cœur de la définition une personne, la vie qu'elle a envie de mener. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évacuer ce que les gens ont envie de faire. Le bon exemple, c'est le SAMU social. Quand Xavier Emmanuelli a mis en place, ou quand le SAMU social a été mis en place, il y avait la question de la liberté très importante. C'est-à-dire que quand on est dans la rue, on n'a pas forcément envie de sortir de la rue et il y a la question de savoir qu'est-ce que les gens veulent faire. Et avant, grosso modo, le SAMU social, pour faire court, il y avait un peu cette idée qu'on prenait les gens un peu malgré eux pour les loger, etc. Donc on ne peut pas évacuer la question de la liberté. Du coup, si je veux mesurer la performance, par exemple, d'un système de santé par rapport à la question de l'humain, il faut prendre en compte deux dimensions, dit Sen, les fonctionnements, c'est-à-dire ce que je permets aux gens de faire. Par exemple, dans le monde du handicap, quelqu'un qui a atteint d'une myopathie, qui perd la marche, est-ce que je permets à cette personne, par la mise en place d'un fauteuil roulant, par exemple, de pouvoir se déplacer, hein. Ça, c'est une question de fonctionnement. Et c'est souvent cette partie-là qui nous intéresse dans l'évaluation de l'impact de systèmes de santé ou de systèmes divers et variés. Or, ce que dit Sen, et c'est ça le point essentiel que je voudrais partager avec vous, il y a une question de ce qu'on appelle en anglais agency, donc l'agence, c'est-à-dire la capacité d'une personne à effectuer librement un choix parmi l'ensemble des choses qui peuvent être possibles. Moi, je ne m'intéresse pas particulièrement à ces questions de maladies neuromusculaires, et il y a souvent, par exemple, quelque chose autour de la trachéotomie, c'est-à-dire qu'est-ce que les personnes veulent faire, est-ce qu'elles veulent être ou pas trachéotomisées, et donc tout un travail qui a été mis en place notamment par l'AFM, l'Association française contre les myopathies, c'est comment on peut construire la liberté de la personne par rapport à cette décision complexe autour de la trachéotomie. Donc, ce que je veux vous proposer, et encore une fois, j'espère qu'on pourra en discuter, c'est de se dire que dans la question de comment l'humain peut rendre le soin plus performant, souvent, on a un système, on se dit d'un côté, on prend en charge, et on va essayer de guérir pour avoir un fonctionnement qui est quelque part rétabli. Ce que je propose avec vous ce matin, c'est de se dire, eh bien, en fait, il y a aussi dans le soin cette relation de care, et en fait, elle a un impact sur la capacité des gens à être libres, et donc à la capacité, ce qu'on appelle l'agence, ou ce que les Anglais appellent l'agency. Et en fait, ça a été abordé ce matin, je crois qu'il y a un monsieur qui a dit, si je retiens bien, si on est dans le care, on va faire des coûts évités. Je ne sais plus qui est cette personne qui ce matin a dit ça. Et donc ça, c'est la petite flèche qui dit, on pourrait se poser la question de se dire, est-ce que si j'amène de la relation de care, je réintroduis la relation de care dans les systèmes de soins, je vais avoir un impact sur la guérison? Moi, c'est une question. Ce que je pense, c'est que, en tout cas, c'est surtout la relation du bas qu'il faut, à mon avis, mettre en avant. Parce que si on oublie la relation du bas et qu'on s'intéresse à l'impact de la relation de care sur l'efficacité en termes de guérison, de fonctionnement, alors on met de côté, encore une fois de plus, la question de la liberté et de l'agence. Alors, je trouve que, pour répondre à cette question de, encore une fois, comment l'humain peut rendre le soin plus performant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais performant par rapport à quoi? Performant pas seulement par rapport à des fonctionnements, mais par rapport au fait de rendre les gens libres, plus libres, de vivre la vie qu'ils ont envie de mener. Donc en conclusion, quelques réflexions à partager avec vous. Donc du coup, mesurer la performance aussi à l'aune de l'agence, et c'est ce qu'on appelle, en fait, développer l'agency, c'est ce qu'on appelle en anglais l'empowerment. Alors, on a beaucoup de mots anglais sur tout ça, c'est un peu gênant, mais parfois l'anglais a des subtilités que le français n'a pas, et l'empowerment, bon, on parle parfois d'émancipation, en tout cas, c'est cette notion-là. Il y a quand même une question très compliquée, c'est comment isoler le care pour mesurer son impact. C'est-à-dire, si je veux
savoir si effectivement introduire la relation de care, c'est un impact à la fois sur l'agence et à la fois peut-être aussi sur la question des fonctionnements. Encore faut-il pouvoir le mesurer. Or, il y a des textes très, très beaux sur ce que certains, Pascal Molinet notamment, appellent la discrétion du care. Le care est par essence discret, se cache. Et donc, il y a une vraie question méthodologique que j'essaie d'ailleurs d'adresser dans certains de mes travaux, c'est comment on mesure le fait qu'il y ait du care ou il n'y ait pas du care. Déjà pour pouvoir ensuite mesurer son impact. Puis après, il y a une question, c'est est-ce que c'est le rôle du médical d'intégrer le care et si oui, dans quelle situation? Il y a, vous l'avez dit, la question des maladies chroniques, et ça a été évoqué ce matin, c'est-à-dire que quand il faut vivre avec la maladie, évidemment, ça pose une question peut-être aussi de qui est la personne qui vit avec la maladie, parce qu'on ne peut pas en 10 minutes évacuer le problème. Et puis il y a la question des situations complexes. Pourquoi? Parce que la complexité, on a cité Edgar Morin, le problème dans la complexité. C'est-à-dire que c'est la définition même de ce qui se passe fait problème. Et donc ça, pour répondre à cette question-là, on ne peut pas avoir une analyse segmentée de type cure, prise en charge, différenciée. Il faut forcément passer par la personne et donc par une relation interpersonnelle. Et donc on est dans le care. Alors comment institutionnaliser les relations de care dans nos systèmes de soins, comment on s'y prend? Moi, j'étais récemment là dans une structure de l'Association française contre l'homéopathie. C'était intéressant d'observer qu'il faisait une différence entre pluridisciplinarité et transdisciplinarité, sur le fait que, en fait, pour avoir une approche care interpersonnelle, ce qu'ils préconisaient, eux, mais je vous livre cette réflexion, c'était de sortir de la pluridisciplinarité pour aller vers la transdisciplinarité, ou presque, en fait, sur la métadisciplinarité. Ce qui se passe à l'AFM, c'est qu'il y a des professionnels qui sont à l'origine ergothérapeutes, assistants de service social, etc., qui font le choix de renoncer à leur discipline, à leur spécificité, à leur spécialité technique. Et c'est à ce prix, qui n'est pas évident, c'est à ce prix d'un renoncement à une identité professionnelle qu'on arrive à rentrer dans une autre manière de rentrer en relation avec les personnes. Et donc, ils disent, en revanche, si on avait été organisé en façon pluridisciplinaire, chacun restant soit en infirmier, soit en assistant de service social, etc., c'est en tout cas une hypothèse, peut-être qu'on n'arriverait pas à mettre en place ce type de relation. Si j'ai encore un petit peu de temps, je peux juste partager un dernier schéma. Pour vous dire que c'est un peu vers ça que j'essaye de tendre comme modèle, ce que j'appelle les 4C, c'est-à-dire, en fait, on a de la maladie, mais je pense que ça peut marcher aussi dans le monde médico-social. Et en fait, quand on a de la complexité, qui soit liée à une chronicité, etc., alors ça demande deux choses. Ça demande probablement de la coordination et plus de coordination, mais ça demande aussi d'introduire cette relation de care. Et c'est un point important que je voudrais partager avec vous, c'est que coordination et relation de care, ce n'est pas la même chose. Par exemple, case management, donc les Maya, etc., pour moi, ce n'est pas care management. Et d'ailleurs, care management, je pense que c'est un problème. C'est-à-dire manager le care, je pense que c'est compliqué. Donc, il faut bien différencier ce qui est de l'ordre de la coordination et ce qui est de l'ordre de la relation de care. Et du coup, capacité, avec l'idée que, encore une fois, pour moi, la relation de care, elle a surtout un impact à penser en termes de liberté, qualité d'agence, agency, peut-être un impact en termes de fonctionnement qui reste encore à prouver, à mon avis. Voilà. Et donc, ça pourrait faire un modèle 4C, donc complexité, coordination, care, capacité. Je vous laisse avec ce petit schéma que je partage avec vous et avec plaisir pour discuter de tout ça. Merci beaucoup de votre écoute.